côte d'Albâtre borde le pays de Caux en Haute-Normandie. Elle débute au Tréport et se termine 130 km plus au sud, au Havre. Connue pour ses falaises majestueuses, nous verrons comment elles sont apparues et pourquoi, si massives, elles sont si fragiles. La côte a été le témoin de faits historiques inouïs. Avec une économie florissante et son agriculture célèbre dans le monde entier, la mer lui apporte aussi son lot de friandises et de curiosités. Il y a 100 millions d'années, la mer s'étale jusqu'au bassin parisien. Petit à petit, du calcaire se dépose sur le fond marin. Et l'eau se retire vers le large. Puis, sous l'effet de puissants mouvements tectoniques, le fond de la mer se soulève et se fracture. Ces stries sont les tranches des couches qui se sont empilées au fond de l'eau. Chaque couleur indique leur nature. Le gris clair, c'est du calcaire, le noir, du silex. Voyons pourquoi ces falaises s'écroulent et quelles en sont les conséquences. Les vagues attaquent sans cesse le pied des falaises qui se creusent petit à petit. Au bout d'un moment, cette zone devient trop fragile pour supporter les milliers de tonnes qui pèsent au-dessus. Le pied de la falaise cède d'un coup et c'est l'écroulement. À cause des écroulements successifs, la falaise recule vers l'intérieur des terres. Elle se rapproche de plus en plus des maisons construites trop près du bord. Les habitants ont dû évacuer ces maisons condamnées et devenues dangereuses. Les blocos installés par les nazis ne sont pas non plus épargnés par cette érosion. Mais construits en béton armé, ils sont plus résistants que les maisons. Les pans de rochers tombés sur la plage protègent le pied de la falaise. Mais ces protections deviennent à leur tour la proie des vagues. Les morceaux s'émiettent en galets ou en sable. Le sel de la mer dissout la craie contenue dans les roches, donnant cette teinte blanc laiteux près du rivage. C'est en référence à cette couleur que la côte d'Albâtre doit son nom. Non content d'être attaqué par le bas, les falaises le sont aussi par le dessus. En s'écoulant, les fleuves ont creusé ces entailles, qui sont appelées des valeuses. Elles offrent un accès naturel plus ou moins facile pour rejoindre la plage. Le plaisir de la baignade mérite bien un petit effort. Témoin des débuts de l'aviation, la côte d'Albâtre a servi de point de repère aux pionniers qui tentaient la dangereuse traversée de l'Atlantique. Premier à s'élancer à bord de l'Oiseau Blanc, Charles Nungesser et François Colly. Le 8 mai 1927, il décolle du Bourget et passe Vertical-Étretat 1h30 après. Les malheureux n'atteindront jamais New York. Ils s'abîmeront en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, piégés par une tempête.
Moins de 2 semaines après, l'Américain Charles Lindbergh réussit la traversée depuis New York à bord du Spirit of St. Louis. C'est plus facile dans ce sens, car les vents dominants poussent l'avion au lieu de le freiner. Le prochain essai a lieu 3 ans plus tard. Le 1er septembre 1930, Dieudonné Coste et Maurice Bellonte décollent de Paris à bord du Breguet Point d'interrogation. Les Français survolent Saint-Valery-en-Caux et réussissent la traversée périlleuse après un vol de plus de 37 heures au-dessus de l'eau. Pendant la guerre, les nazis ont construit plus de 8000 blocos pour former le mur de l'Atlantique. Sur les 47 équipant la côte d'Albâtre, il n'en reste plus aujourd'hui que quelques-uns que la mer n'a pas encore emportés. Un fait de guerre majeur et méconnu va se dérouler à Bruneval. Au début du conflit, les nazis dérobent aux Anglais un radar qu'ils améliorent et installent ici. En détectant les avions alliés en avance, les nazis les massacrent à chaque coup. En 1942, les Anglais lancent un raid très audacieux. Ils désossent le radar pour en récupérer les nouveautés tout en faisant croire à sa destruction. La mission est un succès total et les Alliés rattrapent leur retard. Au large de Velette-sur-Mer, un B-17 est abattu par les nazis en 1943. En 2018, on retrouve par hasard le carnet de route de l'avion. On peut enfin rendre hommage à l'équipage oublié depuis 75 ans. En 1944, les Allemands sèment la terreur en bombardant Londres avec ces bombes volantes appelées V1. Plus de 160 sites opéraient tout le long de la côte. Aujourd'hui, il ne reste plus que les ruines de quelques-uns, comme celui-ci à Valdigo, dans la forêt d'Ewy, près de Dieppe. Le site est entretenu par les bénévoles de l'association de sauvegarde du site du Valdigo. Ils ont réalisé cette maquette de V1 en fibre de verre, plus vraie que nature. Abîmé par les chutes de branches lors de la dernière tempête, ils terminent de la réparer. L'économie de la côte d'Albâtre peut compter sur une filière énergie de premier ordre avec 2 sites nucléaires de production électrique, Paluel et Penly. Les 6 réacteurs fournissent un peu plus de 10% de la consommation électrique nationale et sans impact sur le climat. À côté de ces concentrés d'énergie, 80 éoliennes sont installées sur les falaises. Malgré une météo souvent vantée, elles ne fournissent que 5% seulement de la consommation du département. Les principales causes de cette performance forcément modeste sont les variations naturelles de la vitesse du vent et la faible puissance des alternateurs. L'activité portuaire est largement développée. Le port du Havre occupe aujourd'hui le quart de la superficie de la ville. Avec ses 35 km de quais, il est le premier port français pour le trafic de conteneurs, avec près de 100 millions de tonnes de marchandises par an. Alpine Renault est le fleuron de l'industrie automobile de Dieppe. Cette voiture mythique pourrait être l'emblème même de la cité. Née ici il y a 65 ans, elle y est toujours construite. Avec son usine modernisée, Renault se maintient fièrement parmi les plus gros employeurs de la ville.
Le terminal pétrolier d'Antifer est stratégique. Bâti dans les années 70 à quelques encablures du Havre, il alimente les raffineries voisines qui traitent d'un peu plus du tiers du pétrole consommé par an en France. Son énorme digue de 3500 mètres de long a dévié les courants marins locaux, modifiant l'écosystème. La vallée de la Brelle abrite une niche industrielle insolite. Elle produit 75% des flacons en verre pour les parfums de luxe du marché mondial. En marge de ces verreries mécanisées, Hervé est maître verrier à Blangy-sur-Brelle. Il réalise ses œuvres avec passion et talent devant son public au musée du verre du petit village. C'est l'un des 60 souffleurs de verre encore en activité en France. Pour allécher le visiteur, ses plus belles réalisations sont exposées à l'entrée du musée. La pêche représente une part importante de l'économie de la côte. Elle s'appuie sur 130 navires et plus de 600 marins pêcheurs. Essentiellement artisanale, elle est spécialisée dans la coquille Saint-Jacques, le hareng et le maquereau. Parmi les 70 poissonneries du pays de Caux, celle du Tréport est incontournable. Véritable musée de l'étalage des produits de la mer, elle attire les touristes piqués par la curiosité, mais aussi les autochtones et les restaurateurs locaux. Pour assurer la sécurité des marins, de nombreux phares sont installés sur la côte d'Albâtre. La Marine nationale contribue à cette mission vitale avec l'incontournable sémaphore de Fécamp. Très efficace avec ses radars sophistiqués, rien ne lui échappe. Complétant le dispositif, la SNSM, Société nationale de sauvetage en mer, est une association à but non lucratif. Sa mission, secourir bénévolement et gratuitement toute vie humaine en danger en mer. La côte d'Albâtre conserve en parallèle de ses activités industrielles une identité rurale et agricole marquée. Avec ses 166 hectares, la ferme Mius est la plus grande de Saint-Martin-au-Bunot. Laurent, agriculteur depuis plus de 30 ans, l'exploite seul avec son fils. Fidèle à la tradition, comme bon nombre de ses confrères cauchois, il élève des vaches, normandes bien sûr. Le pays de Caux est le premier producteur de lin du département. Sa qualité est classée numéro 1 mondial grâce à l'influence de l'air marin qui lui confère sa texture unique si appréciée. Laurent produit aussi des céréales dans ses immenses champs. La côte d'Albâtre réserve plein de surprises. Ce funiculaire au Tréport est unique au monde. C'est le seul qui traverse la falaise. Et cerise sur le gâteau, il est totalement gratuit.
C'est Paul Adeline qui a réalisé ces fresques murales en 2006, à 2 pas du funiculaire. Voici Merles-les-Bains, voisin du Tréport. Ces façades aux fenêtres si caractéristiques témoignent de l'héritage millénaire de nos meilleurs ennemis, nos voisins les Anglais. C'est décidé, les Parisiens n'iront plus danser le dimanche dans les guinguettes des bords de Marne, mais viendront à Merles-les-Bains pour se baigner. Alors, c'est pas des HLM, comme sur la Côte d'Azur. Elle est très jolie votre cabane là, à l'intérieur, très bien décorée. Oui, ah ben ça c'est mon mari. Ça. Ah d'accord. C'est son château. Alors par contre, vous inquiétez pas, ici il y a tout ce qu'il faut. Hein. Laissons Madame Georgette s'occuper tranquillement de sa cabane et allons voir un peu plus loin ce qui se passe. Ces formidables falaises de 80 mètres de haut se dressent contre les vents d'ouest. En les percutant, le vent se soulève pour passer par-dessus, créant de puissantes ascendances. En se maintenant dans ces zones, ces parapentistes peuvent rester facilement en l'air. Ils reproduisent ainsi le vol des goélands. Voler comme un oiseau ne semble pas impressionner ce petit chien qui n'en est visiblement pas à son baptême de l'air. Bonne journée. Eh bien, bon vol à vous. Merci. Les ports de plaisance cauchois offrent près de 3500 places sur les pontons. Forcément limités par les falaises autour, les ports affichent complets, victimes de leur attrait. Chaque port abrite son association d'amoureux du passé maritime. Ces bénévoles restaurent et maintiennent à flot ces vieux gréements. Avec son climat doux amer, la côte d'Albâtre regorge de 1001 cachettes et recoins. Elle dissimule autant de trésors qui feront la joie des visiteurs curieux. Sa nature, puissante et majestueuse, est une vraie invitation à la méditation et à l'humilité.